des zones. Et comment est-ce qu'on connaît le régime alimentaire de ces gens-là qui, bien sûr, n'ont pas laissé de traces écrites? C'est par l'étude des fossiles, hein, le squelette, les dents, la dentreuse, oui, leur environnement. Quel environnement? L'altération des restes d'aliments altérés qui sont trouvés et des foyers. Voilà ce qui permet d'estimer leur régime. Je dis des foyers, alors un petit rappel déjà, même s'ils avaient un air parfaitement de grands singes, hein, parce qu'ils viennent tout juste dans l'évolution après les grands singes, entre les grands singes et les premiers hominiens, eh bien, ils maîtrisent le feu à partir de 450 000. Entre 450 000 et moins de 270 000. Le feu qui est tombé, hein, déjà, la foudre, et puis vers la fin, vers les années 200 000, ils commenceront à pouvoir le reproduire, ce feu. Les préhominiens sont des collecteurs, non pas d'impôts, mais de végétaux, des feuilles, des racines, des tubercules. Ils sont pêcheurs, évidemment aussi. Chasseurs de petits animaux, quand il y a un petit oiseau tombé du nid, il ne résiste pas au plaisir de le croquer. Et pour ce qui est des animaux un peu plus gros, on peut les définir comme des charognards, c'est-à-dire qu'ils profitent des restes des grands carnassiers. Ça, c'est une condition que l'humanité va partager assez longtemps, les charognards. Ce sont donc des omnivores, ce que j'appellerais des omnivores opportunistes. Ils prennent ce qui vient. Un petit rappel, quand je dis omnivore, c'est la différence, c'est le tube digestif. Vous savez qu'il est très différent suivant les carnivores. Il est court chez les carnivores et il est long chez les espèces végétariennes. Alors l'homme a un système omnivore, comme on dit, et le plus proche dans la nature, ce serait le porc. Notre système alimentaire, notre système physiologique digestif est assez proche de celui du porc. Mais on est omnivore, mais à la différence des animaux végétariens, on ne digère quand même pas la cellulose. On n'a pas les enzymes qu'il faut pour ça. Et on n'a pas l'estomac qu'il faut surtout non plus. On n'a pas un estomac en 4 parties. Au paléolithique, on va avoir affaire à des hommes. Cette fois-ci, les alimentaires vont changer. Et de toute façon, elles seront très différentes suivant le climat et l'environnement. Vous savez que la Terre a traversé 3 glaciations, qu'il y a eu ce qu'on appelait les interglaciations, c'est-à-dire des époques où le climat redevenait tempéré. Alors, dans un premier cas, qui dit glaciation, on dit plus de produits carnés, de viande, par la chasse des gros animaux. Dans les interglaciations, les plantes et les racines retrouvent leur place dans l'alimentation. Et environnement, quand on est à côté de la mer, les archéologues ont trouvé des tumuli, des tas énormes de coquillages, d'arêtes de gros poissons et de mammifères marins. Revenons à nos hominiens. La première période, c'est la période des végétariens et insectivores, ce qu'on appelle le Miocène, qui va de moins 7 à moins 5 millions d'années. Et la vedette de cette période, c'est un certain Toumaï dont vous avez peut-être entendu parler. Toumaï, c'est le plus vieux fossile d'hominien qu'on ait trouvé au Tchad. Je ne désespère pas qu'on en trouve un plus ancien, ça peut changer, mais lui, déjà, de moins 7 millions, il faut le faire. Les préhominiens se nourrissent alors de feuilles, de tubercules, de racines, au régime que je viens de vous décrire. Au Pliocène, moins 5 millions d'années, jusqu'à moins 2,6. L'introduction de la viande, toujours un régime végétarien de base, mais il y a certaines espèces, sur certains sites, on a démontré une consommation supérieure de viande. D'abord par charognage, c'est-à-dire en profitant des cadavres, puis en chassant. L'aliment carné est peu à peu introduit. Et le personnage emblématique, c'est un autre fossile dont on a cru longtemps qu'il était la doyenne de l'humanité, c'est Lucie. Voilà. Bonjour Jacques. Vous n'avez raté que le documentaire, le grand film, il y a à peine de commencer. Alors,
L'alimentation ternière va s'amplifier avec le paléolithique. Là, on arrive dans le dur. De moins de 3 millions d'années à moins de 12 000, à peu près. 12 000, c'est déjà le mésolithique. Et il y a une succession d'espèces humaines qui portent des noms différents suivant leurs caractéristiques. D'abord, Homo erectus, qui est définitivement redressé, comme son nom l'indique. Ne rêvez pas, mesdames. Homo habilis, pourquoi habilis? Parce qu'il façonne ses outils, le premier, et ensuite l'homme de Denisova, qui est un fossile trouvé, oui, un fossile trouvé dans les steppes de l'Asie centrale ex-soviétique, et le Néandertal et l'Homo sapiens, espèce à laquelle nous appartenons, et même sapiens sapiens, c'est-à-dire l'homme, littéralement l'homme sage. Je laisse aux savants qui l'ont baptisé ainsi la responsabilité de son propos. Alors, Néandertal et Sapiens, de plus en plus, on découvre qu'il y a eu des interactions, que l'un n'a pas tout de suite supplanté l'autre, ils ont coexisté. Et il y a même, nous avons encore, et même qui se sont fois croisés. Nous avons un ou deux petits gènes de Néandertal. C'est pas pour ça qu'on pousse des grognements et qu'on bouffe de la viande crue, sauf en steak tartare. Et c'est là, à l'époque de Sapiens, que la viande, Néandertal, que la viande et le poisson deviennent les principaux aliments. On consomme toujours beaucoup de végétaux, de fruits quand on les trouve, parce que c'est quand même là qu'on trouve les vitamines, les fibres végétales. On n'en est pas aux 5 légumes et fruits par jour. Pardon. Mais l'homme de l'époque ne les néglige pas non plus. Et entre la viande et les végétaux, les insectes, les petits pois, cet homme omnivore consomme peut-être 3 fois plus de vitamines que l'homme moderne, parce qu'il ne touche pas, il n'a pas d'aliments transformés, lui. Il n'a que des aliments bruts. Les protéines, d'après ce que l'on peut estimer des foyers, ont représenté jusqu'à 35% de son apport énergétique total, et la consommation de viande, quand même assez conséquente, a favorisé le développement du cerveau. À chaque fois qu'on a trouvé des crânes, on a pu mesurer le poids du cerveau, justement par référence aux crânes que l'on trouvait, et entre Erectus, Habilis, Néandertal, Sapiens, eh bien, l'homme a un cerveau de plus en plus développé, donc théoriquement, il est apte à avoir des interactions plus complexes avec son environnement. La viande crue, contrairement à ce qu'on croit, est plus digérée que les végétaux crus. Et donc, il ne manque ni de vitamine B12, B3, B6, de fer, de sélénium. Et à travers le fer le sel qui est absorbé par les animaux herbivores sur les plantes captatrices de sel, il ne va pas manquer de sel non plus. Et bien sûr, quand il est au bord de la mer ou qu'il tombe sur des veines de sel, il ne doit pas s'en priver non plus. On verra ça la prochaine séance. Le sel est justiciable d'une séance en lui-même. Arrive la grande révolution, telle qu'on a toujours décrite, la révolution agricole, le néolithique, qui va de moins 10 000 en Asie, au Moyen-Orient, à moins de 1500 chez nous. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, l'agriculture n'est pas venue d'abord. Les hommes se sont d'abord sédentarisés et les premières villes ont été érigées avant que l'agriculture soit pratiquée de façon courante. On s'est concentré d'abord sur les zones où les meilleures variétés de végétaux, celles qu'on avait remarquées comme telles, étaient assez denses pour que le groupe humain, la tribu, mettons, puisse revenir tous les ans et la retrouver. Rappelez-vous ce qu'on disait sur les nomades et les sédentaires il y a 2 ans. Ils ont fait des Alpes donc plus fréquentes sur des sites plus favorables, et ces Alpes sont devenues de plus en plus longues au Mésolithique, c'est-à-dire à partir de moins 15 000. Il y a un exemple qui est curieux, c'est la civilisation Jomon. Alors Jomon, c'est une culture qui a eu lieu sur le territoire du Japon. Du Japon et des îles Kuriles. Vous voyez, on est au Kaïdo, le nord du Japon.
on frôle la zone polaire. Ces gens-là n'étaient pas des chasseurs, mais plutôt des pêcheurs-cueilleurs. Alors avec tous les poissons migrateurs, les poissons de mer, qui fréquentent ces eaux froides, très, très riches justement en poissons, ils ont pu être sédentaires, ils ont pu rester sédentaires. Ils ne cultivaient pas d'arbustes, de petites plantes et tout, mais ils faisaient de l'arboriculture. Ils semaient des glands, ils semaient des châtaignes, et une génération après, ils revenaient pour voir si ça avait poussé. Ils entretenaient une sorte de petite forêt domestique. C'est assez curieux. Assez techniquement développé, puisqu'on a trouvé de très belles poteries aussi, avec des décors en forme de cordes rubanées, exactement comme celles qu'on trouve dans le néolithique européen, d'ailleurs, qu'on appelle les poteries, la culture de la civilisation cordée. Il y a deux sortes de poteries néolithiques en Europe, il y a les cordées et les... Ah, comment s'appelle les autres? Cordées et... Enfin, je le retrouverai, il y a deux types de poteries. Il y a aussi les haïdas qui sont descendus leur montagne pour aller au bord de l'océan Pacifique entre l'Alaska et le nord du Canada actuel. Là aussi, des pêcheurs de saumon. Et puis, les premières cités, ben ça c'est au Moyen-Orient. Je vous avais montré une maquette reconstituée de la ville de Çatalhöyük en Turquie, des espèces de petits villages où on est entassés les uns sur les autres avec 3 étages. Jéricho, première ville, la plus vieille dont on a trouvé les restes, à moins 8000. Et ensuite, donc, les conséquences de cette concentration de savoir et d'observation sur les plantes, c'est la naissance de l'agriculture par sélection des premiers végétaux, les meilleurs hors de leur zone originelle. Et c'est dans la région méditerranéenne. Les animaux également. Je vous ai mis sur les photocopies 2 tableaux. C'est les dates et les lieux de première domestication des animaux et mise en culture des plantes sauvages. Alors vous voyez que c'est assez bien distribué. Quelques remarques là-dessus. Bon, il y a les animaux auxquels nous sommes habitués, ils viennent plutôt. Ils ont été domestiqués en Mésopotamie. La chèvre, le mouton, le bœuf, le porc, le cheval, d'autres l'ont été dans plusieurs endroits différents. Mésopotamie, Chine, Pérou, pour ce qui est du canard, l'abeille. La Chine a été un foyer également de domestication de nombreuses espèces. La poule en Chine, le ver à soie, ça ne vous étonnera pas pour la Chine. Le yak au Tibet, le oie en Chine du Sud, le lama et l'alpaga, ainsi que le dindon en Amérique centrale et dans la cordillère des Andes. Ce qui est plus étonnant, c'est de voir citer l'Amazonie pour une plante qui n'est pas rien, le manioc, puisque le manioc est éminemment consommable. Rappelez-vous des potages au tapioca qui ont assombri votre enfance. Et alors, le plus étonnant, une petite parenthèse sur l'Amazonie, on a cru que c'était le domaine du chasseur-cueilleur jusqu'à nos jours. Vous connaissez la figure médiatique du chef Raoni, n'est-ce pas? Protection des peuples premiers. Bon, on pense que c'est un endroit qui a été voué depuis toujours, depuis les études de Lévi-Strauss aux chasseurs-cueilleurs. Mais il y a eu des cités, dont on vient de découvrir, à la limite de l'Équateur et du Brésil, et elles ont disparu, comme beaucoup de fondations néolithiques, par des épidémies ou des catastrophes climatiques. On néglige souvent le rôle des épidémies parce qu'on ne les a pas vues décrites par des documents écrits dans l'histoire, mais combien de civilisations ont été étouffées justement par les épidémies. Il en sera de même au Nouveau-Mexique et au Nevada. Et on redevient à ce moment-là chasseur-cueilleur. Il y a des va-et-vient dans ces deux conditions. L'Afrique aussi a été un petit foyer. Il y a une sorte de riz africain et le sorgho. C'est peut-être l'avenir d'ailleurs, le sorgho. Je ne sais pas ce que Philippe en pense, mais le sorgho, c'est pas mal pour se passer de l'eau. Oui, bah oui. Voilà, et donc vous avez les dates de documentation animale, de domestication. Et ce que je vous ai mis, alors, au final, avec ces
il y a des conséquences physiologiques et sanitaires sur ce régime néolithique qui va entraîner un changement de métabolisme. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on dispose de plus de protéines qu'armées. Pourquoi? Parce que les animaux sont à disposition permanente. Il n'y a plus besoin de leur courir après, ils sont dans l'enclos d'à côté. Et alors aujourd'hui, on consomme plus ou moins la même part de viande que nos ancêtres du néolithique, mais il est bien évident qu'elle a complètement changé de nature. On peut pas, elle va être un peu moins persillée, parce que l'élevage intensif d'animaux qui sont nourris avec des aliments riches, bien évident que ça donne une viande beaucoup plus grasse que celle qu'on aurait manger au paléolithique ou au néolithique. Autre conséquence, multiplication des contacts entre humains. Déjà, augmentation de la population, mais les humains vivent un peu plus resserrés, entre guillemets, si j'ose dire, avec l'urbanisation. Et ils ont plus de contacts avec les animaux. Conclusion, premières épidémies, ça se propage plus vite. Première carie, bon, ça sur les mâchoires, on le voit dans les fouilles archéologiques, hein. Même si ce sont des sucres lents et non pas des sucres rapides, il y a quand même plus de caries qui n'existaient pas à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Et puis ce qu'on appelle les zoonoses. Les zoonoses, c'est des maladies transmises par l'animal. Vous vous souvenez de l'histoire des rats de laboratoire de Shenzhen, pardon, et de l'histoire de ou alors de l'histoire du pangolin. On a essayé de nous faire passer le colis. Oui. On a dit que c'était une zoonose. Les Français ont appris le mot dans leur radio du matin. Alors surtout, alors là je vous renvoie à la photocopie, là, évolution de la population depuis le paléolithique. Rien qu'au néolithique, c'est-à-dire à moins 10 000, vous voyez la courbe, c'est une explosion littérale. Il y avait déjà eu une augmentation après le Pléistocène, c'est-à-dire le paléolithique supérieur, par modification des techniques de chasse plus efficaces et par le réchauffement climatique qui favorisait la propagation des espèces. Mais alors, à partir de moins 10 000, vous voyez que ça explose littéralement. Et entre moins 10 000 et moins 5 000, le néolithique, alors là on dépasse les 2 millions. À l'âge du bronze, c'est-à-dire moins 3 000 environ, on est déjà à 100 millions d'habitants. Et nous, vous voyez où nous sommes, révolution industrielle, on en est actuellement à 7 milliards et on nous annonce joyeusement 10 milliards. Voilà pour l'expansion. Alors, une constance depuis que ce soit depuis l'agriculture ou la révolution industrielle, c'est que les surplus c'est une économie, c'est un système qui favorise les surplus humains et donc des surplus de population qui sont condamnés à partir, à l'expansion. Ça peut être une expansion pacifique, au début ça a été le cas avec l'absorption des chasseurs-cueilleurs, mais ça pas toujours, ça favorise, c'est un appel pour la conquête, pour l'expansion violente. Le peuplement de l'Europe occidentale n'a pas dû se faire toujours dans la douceur. Et ensuite, parce que là je saute joyeusement le millénaire, mais il m'aperçoit que la révolution industrielle a entraîné ce que vous savez, c'est-à-dire les émigrations qui ont peuplé les États-Unis, par exemple, et qui ont peuplé les différentes colonies, les empires coloniaux des puissances européennes. On y reviendra en temps utile. Il y a une mutation également, non pas génétique, mais physiologique qui va se produire, qui est liée à l'adoption du lait. Le lait est aussi une révolution. Alors vous savez que nous sommes la seule espèce qui consomme du lait à l'âge adulte, ce qui peut passer pour une hérésie. Quand on est enfant, quand on est un nourrisson, on peut digérer le lait parce que on produit une enzyme spécialisée qui s'appelle la lactase. La lactase qui a pour effet de séparer dans le lait le lactose, c'est facile, du galactose, une autre composante protéique. Et si l'homme a adopté le lait assez tôt, donc dès qu'il a domestiqué certains mammifères, on a étudié l'ADN
sur des restes de squelettes anciens. Et on a vu que la mutation qui permettait de digérer le lait chez les Européens adultes, elle n'était pas arrivée tout de suite. Elle est devenue courante qu'à partir de l'âge du bronze, moins 3000. Alors entre moins 8000 et moins 3000, ça a été, donc moins 8000 étant la domestication du bétail et le début de la production laitière, ça a été assez long. Puis il y a le cas des Asiatiques. Alors eux, c'est bizarre, ils ont une adaptabilité au laitage qui est variable, jusqu'à une évolution très contemporaine. On pense qu'ils avaient perdu l'accoutumance au lait, on le voit par les témoignages écrits. Les Chinois ont perdu par exemple l'accoutumance au laitage sous la dynastie des Song, c'est-à-dire vers l'an 1000. Il y avait un cas d'exception, c'était les Mandchous, mais les Mandchous ils se sont métissés avec les peuples de façon prolongée avec les nomades de la steppe, dont je vous ai parlé il y a 2 ans. Donc, moralité, peut-être ont-ils hérité un gène qui permettait de le digérer. Alors moi, ce qui m'a toujours étonné, et là j'ai besoin des lumières de mon camarade Philippe, c'est que dans les années 50-60, les premiers qui ont essayé de vendre des yaourts aux Chinois, ils se sont fait rembarrer, ils leur disaient que c'était du lait pourri. Et à partir des années 80, Danone fait un tabac en Chine avec ces yaourts. Et que la Chine consomme de plus en plus de lait et de produits laitiers, oui. Et élève des vaches de façon massive en hôtel comme ils font pour les cochons. Donc le côté digestibilité du lait que les Asiatiques n'auraient pas. Enfin, ils l'ont perdu, ils l'ont trouvé, ils l'ont perdu, ils l'ont trouvé 2 fois. Oui. Enfin, c'est curieux parce que c'est quand même un phénomène très récent. Oui, c'est très récent. L'explosion de la consommation de lait en Chine. Japon, je ne sais pas, mais en Chine, c'est certain. Japon. Voilà. C'est curieux si, effectivement, ils n'étaient pas aptes à le digérer. C'est juste on a des textes, les Chinois, alors pour pondre des textes, faisons leur confiance, on n'a pas d'archives écrites. Il y a l'histoire sous la période des 3 royaumes, les royaumes du Sud et du Nord, c'était entre 2 dynasties impériales, une période de guerre civile, d'un Chinois du Sud qui se réfugie au Nord, à Pékin. Non pas à Pékin, mais au nord du fleuve Jaune. Et là, il demande qu'on lui serve du riz et du poisson parce qu'il ne supporte pas le régime lacté des Chinois du Nord. Il y a ça aussi, c'est que la Chine, c'est grand. Oui, sur 1,4 milliard, s'il y en a seulement 400 millions qui digèrent le lait, ça fait déjà quand même 2 consommateurs. C'est un bon marché, d'accord. C'est Fanny qui va être contente. Non, mais ça, je reviendrai tout à l'heure. La Chine, c'est 4 domaines climatiques. Quasi glacial jusqu'au subtropicale. Et puis, il y a les conséquences sociales, c'est ce qu'on dit toujours, les premières guerres, ça n'a rien. Il y a actuellement une école, le fameux Yuval Noah Harari, entre autres, qui dit que le paléolithique c'était un paradis, il n'y avait pas de guerre. On sait qu'il y avait des conflits pour les territoires de chasse. Il devait être assez aigu. Mais il y en a qui essayent de faire croire à des gens d'un paradis perdu du paléolithique et que la guerre serait venue au néolithique. C'est sûr qu'on retrouve des outils. Bon, à partir du néolithique, on va retrouver des outils qui ont l'air vraiment d'être des armes, c'est-à-dire des armes de guerre par destination, comme disait la police maintenant. Que socialement, il y a des inégalités. Et ça, on le voit par les tombes, les nécropoles. Il y a la tombe basique avec un petit dolmen, comme il y en a des milliers en Europe sur la façade atlantique, entre autres. Mais il y a des nécropoles de plusieurs dizaines de mètres. Il y a Gavrinix, par exemple, ou le domaine de la Ferté, en Ille-et-Vilaine, il y a une découverte qui est pas mal non plus. On dit ça, c'est une tombe de chef, du prince. Les premiers États, donc. Les premières cités-États dont je vous ai parlé il y a 2 ans, la guerre n'est même pas nécessaire, la captation, la prédation est plus facile parce que la récolte, elle est prête en une seule fois. Au lieu de courir après le gibier, on peut s'emparer d'une récolte qui est disponible en une fois, disons, après la moisson. Toute la ressource est confiscable. Et depuis le départ, depuis le blé et le riz, l'or, ça va devenir des armes politiques, c'est évident. Mais il n'y a pas que le mauvais côté, il y a aussi la possibilité de pallier les famines dans une région par la péréquation des grains, par l'importation, on peut en faire venir d'à côté. Et alors il
Il y a une chose à voir, je fais toujours des références au long terme, hein, parce que c'est comme ça que j'ai été un petit peu formé par Bourdelle et ses acolytes, mais on a constaté souvent que la circulation, le voyage des grains, c'est quelque chose qui était imposé par le politique pour différentes raisons, alors que la population n'en voulait pas. Le paysan s'accroche à sa règle. Le rêve du paysan, c'était l'autarcie. Par exemple, j'ai fouillé la série des archives de la justice du 19e siècle, hein, sur le répertoire vous avez aux archives nationales un répertoire des délits qui sont le plus poursuivis, tous les délits de 1820 à 1848, incendie de récolte, ça, il prend très cher, hein, évidemment. S'il y a un jury populaire, l'incendie de récolte, les jurés payés, on lui donnera n'aime pas ça. Et surtout, vous savez quel est le délit le plus poursuivi au XIXe siècle dans les campagnes françaises? C'est l'entrave à la circulation des grains. Donc il y a un surplus de récolte quelque part et que le préfet, en contact avec les gros marchands blatiers du coin, ça il faudra porter ça sur les marchés du département de il faut aller dans le Loiret, là, ils ont une récolte. Et bien dans ce cas-là, on prend les fourches. Les paysans ne veulent pas se dessaisir de leur surplus. C'est toujours la peur de manquer qui s'est acquise dans les crises fragmentaires. Et alors, il y a une chose qui va naître au néolithique aussi, c'est les rythmes alimentaires. Le chasseur-cueilleur, lui, il mangeait ce qu'il trouvait. Il mangeait quand c'était prêt, si j'ose dire. Quand il rencontrait un beau troupeau, il se faisait un barbecue de belle importance. Et c'est Marcel Mauss, qui était un grand anthropologue, là, qui a dit que la vie du nomade chasseur, ça devait être une alternance de privation qui allait jusqu'à la famine, qui alternait avec des bombances après la chasse, à s'en faire péter la seconde cuillère. Pourtant, il y avait des techniques de conservation, hein, il pouvait sécher la viande. Vous vous souvenez du film Danse avec les loups? Vous l'avez vu? Rappelez-vous, après la grande chasse aux bisons, il y a une gigantesque baffrerie de viande dans le camp. Et le commentaire du lieutenant, là, Dundar, dit est-ce qu'ils allaient pouvoir subsister l'hiver, mais en tout cas, là, ils étaient heureux. C'est de l'opportunisme. Alors, l'agriculture ne supprime pas la chasse, il supprime et surtout la pêche, comme à point. Elle a un enrichissement global, inégalitaire, mais aussi des rythmes alimentaires plus réguliers. Parce que autant le chasseur avait de longues périodes d'inactivité avant une période de presse pour trouver le gibier, le courser et l'abattre, autant la généralisation d'un travail régulier et continu, que ce soit le travail des champs, le travail en ville, même l'artisanat, ça va favoriser une mutation du métabolisme qui est basée sur la division de la journée de 24 heures en 3 fois 8 ou 4 fois 6. C'est l'origine des repas. Et ça sera universel. Les civilisations qui auront 3 repas, d'autres qui en auront 4, mais il y a un temps pour manger. Et il n'en a pas toujours été ainsi. Ça suppose d'avoir les ressources à côté de soi. Venons-en aux sociétés antiques, et d'abord à celles dont nous prétendons, à tort ou à raison, des fois être les héritiers, c'est-à-dire ce que j'ai appelé, vous vous souvenez, le croissant fertile, l'Égypte, la Mésopotamie, la Grèce et Rome. On a beaucoup de bas-reliefs, vous avez qu'à aller au Louvre, la Mésopotamie, on a des reliefs de festins. Et les prises d'aliments, je viens de le dire, obéissent déjà à des rythmes qui sont voisins des nôtres, soit 3 repas, soit 4 repas. Ça, c'est le quotidien. À côté de ça, ce qui est représenté le plus souvent, ce sont des banquets, des repas exceptionnels, des offrandes aux dieux, des sacrifices, des banquets religieux, des banquets funéraires ou politiques, dans le cas de la Grèce. Il y a un temps sacré, c'est-à-dire séparé du temps ordinaire. Et qui dit temps sacré dit nourriture sacrée. Nourriture, pardon, il n'y a pas de rature. C'est imprimé correctement. Il n'y a pas de rature. La nourriture des divinités, la nourriture qu'on offre aux morts, ce n'est pas celle des vivants. On fait un effort. C'est là que la viande intervient souvent. Parce qu'en Mésopotamie, où on a domestiqué les premières céréales,
On suit la nourriture de base depuis le néolithique, l'orge plutôt que le blé, le sésame, les légumineuses, le petit bétage, vous connaissez. Les boissons, eh ben, c'est d'abord la bière. À Babylone et à Ninive, dans le nord, on a des récits de banquets, de souleries, si j'ose dire, à la bière. Dans le grand mythe qui s'appelle le grand mythe de la légende de Gilgamesh. Gilgamesh, il y a de nombreux récits de repas de bière et de toasts portés de libation à la bière. Le nord de la Syrie est un peu plus escarpé, appuyé au contrefort des chaînes anatoliennes, on a donc du vin. Mais au sud, on ne peut pas le produire. Pourquoi? C'est pas que la vigne ne peut pas pousser dans un climat parfois un peu désertique, mais c'est la vinification qui est impossible. Parce que quand il y a 40 degrés, les levures ne peuvent plus vivre, ne peuvent plus décomposer le sucre, ne peuvent plus métaboliser le sucre du vin pour le transformer en alcool. Et voilà pourquoi on aura, dans les pays tropicaux secs, indépendamment des interdits des religions, on n'aura pas de vinification. Le seul vignoble qui a pu subsister, en Perse, il y a eu le vignoble de Shiraz, qui a été très recherché, mais Shiraz, il y a quand même un contrefort qui refroidissait le climat au niveau altitude. Alors l'orge va jouer un rôle central, ne serait-ce que pour payer les gens en nature. Le salaire est en nature, en orge, en grain, en huile, on rajoute de la laine, à l'époque. On a les premiers interdits alimentaires qui sont ponctuels, qui sont liés aux dates du calendrier. Tel jour de telle fête religieuse, interdiction de consommer tel poisson. Tel autre jour, interdiction de consommer de la viande de mouton. C'est plutôt lié à des jours, à des jours consacrés qu'à des espèces. Ce qui n'empêche pas d'interdire la consommation en permanence de certains animaux comme les animaux de trait. On ne mange pas d'âne, on ne mange pas de cheval. Et certaines cités, comme Our en Chaldée, déjà on l'interdit sur le porc. Alors des matérialistes ont dit c'est normal, la viande ne se conserve pas, c'est comme chez les Hébreux. Bon. C'est intéressant de voir que la légende d'Abraham dit qu'il part de Our en Chaldée, mais comme on sait que les Hébreux, les Juifs, ont passé 5 siècles en captivité à Babylone et tout, il y a une grande partie de leurs interdits qu'ils ont attrapés de la part des Chaldéens. Le porc est déjà en partie interdit, hein, pas partout. En Égypte, les Égyptiens ont un petit peu plus de chance, ils ont 3 zones de ressources, ou 4 plutôt. Le Nil, la vallée, les collines avoisinantes, le désert. C'est-à-dire que le Nil, c'est le père de l'Égypte, c'est lui qui donne l'engrais, la fertilité, mais aussi les poissons et le gibier d'eau. Hein. Le Nil divague dans des marais, donc ça ne manque pas de canards et d'espèces migratrices, hein, parce qu'en plus, le Nil est situé sur un couloir de migration à l'échelle euro-africaine. Ça, j'ai pu constater ça à Abu Simbel une fois. Le point de rassemblement des oiseaux, c'est quelque chose de fabuleux. Donc, on ne manque pas de gibier dans la vallée du Nil. Dans cette même vallée, on cultive de l'orge, du blé dur. Et qu'est-ce qu'on en fait? Le blé, on peut en faire du pain. Mais il y a des céréales, comme l'orge de millet, qui ne sont pas panifiables. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand une céréale n'est pas panifiable? On la mange sous forme de bouillie. Et ça aussi, c'est universel. Sur les collines, c'est les fruits et les légumes, les dattiers, les vignes, les olives. La vigne, les oliviers. Et le désert, c'est le domaine du gibier. Et on sait que certaines espèces d'antilopes disparaissent déjà parce qu'elles sont trop chassées à la période du Nouvel Empire, à partir de l'an 1500. Je pense à l'oryx en particulier, cette antilope qui a les cornes toutes droites. Elle aurait disparu en étant surchassée, alors qu'elle est demeurée assez longtemps dans le Pacifique, par exemple, avant que le Sahara se réchauffe. Manger est un acte purificateur, c'est pourquoi on met des aliments dans la tombe des morts, et comme c'est une occupation favorite des dieux, les greniers des temples sont pleins, rituel des offrandes tous les jours, et table de banquet périodique. En Grèce, on ne change pas beaucoup de registre alimentaire, je passe. Pour les Grecs, il y a 2 biens indispensables, c'est le blé et le vin, ils sont déjà dans le régime méditerranéen. Qu'est-ce que c'est que la triade méditerranéenne? C'est le blé, la vigne et l'olivier.
et une alimentation qui repose sur les grains. Pain, galette, bouillie. Et déjà, il y a un marqueur de la civilisation dans les rites, c'est le partage du sel. On vous accueille avec le sel. C'est un symbole de repas partagé, c'est qu'on va vous inviter. Et le partage du sel, ça aussi, c'est un invariant dans pas mal de cultures, dans toutes les cultures slaves par exemple. Chez nous, on offre un coup à boire. En Pologne, on vous offre le pain et le sel. Et ça s'étend également dans le Caucase. Donc, le sel est vraiment, on verra de ça la prochaine fois, mais c'est vraiment un symbole de partage. La viande, plutôt faiblement consommée dans l'alimentation quotidienne, mais dans les banquets et dans les sacrifices aux dieux, elle est très utilisée. Alors, j'ouvre une parenthèse sur les sacrifices. Dans la Bible, on dit que, par exemple, devant le temple de Jérusalem, on l'a inauguré en sacrifiant 70 taureaux. On dit qu'on fait fumer les entrailles en l'honneur du Dieu. Et c'est exactement comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que le Dieu, on lui fait fumer les entrailles et les bons morceaux, on se tape la cloche avec. Il ne faut pas rêver. Hein? Les dieux, c'est un estomac solide, ça digère tout. C'est l'occasion de surconsommer de la viande de façon périodique auprès de la princesse ou plutôt du clergé. Mais ce qui est condamné en Grèce, c'est les excès des banquets profanes. Alors là, les philosophes disent que c'est honteux. Bon. Et on dit que les dieux condamnent les excès des banquets. On boit du vin, évidemment, mais il n'y a pas d'attestation d'alcoolisme collectif, au-delà de l'ivresse d'un soir dans un banquet, évidemment. C'est exactement comme les anglo-saxons qui vont être sobres pendant 6 jours et pratiquer le binge drinking, c'est-à-dire se péter la ruche le samedi soir. La journée, au-delà de l'ivresse d'un soir, donc, on dit non, la tempérance est impérative. Vous lisez Platon, vous lisez Pausanias, Anaxagore, tous les philosophes, pour eux c'est honteux, ce serait honteux de boire tous les jours et pas en excès. La journée est rythmée par 4 repas, et les banquets viennent en plus quand le soleil est couché. Le banquet nocturne s'appelle le symposium. Symposium, ça veut dire boire ensemble. Les mœurs de table apparaissent déjà, chez les Grecs et les Romains on les reprend. Propreté, et surtout, il ne faut pas consommer de denrées alimentaires sans manger du pain avec. Ça serait un synonyme de dérèglement et de soumission au plaisir du corps. Je ne sais pas si tout le monde... Manger du pain pour les Grecs, c'est ce qui définit l'humanité d'un homme. Vous avez par exemple dans l'Odyssée, un passage où Ulysse voit apparaître le cyclope Polyphème, et Homère nous dit, mais qu'est-ce que c'était que cette créature? Il ne ressemblait pas à un homme mangeur de pain. Donc, c'est le pain qui le fonde en humanité. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais môme, si je commençais à entamer mon assiette sans avoir découpé un petit bout de baguette pour manger avec, ma tante, qui était ma nourrice, me disait « Du pain, mange du pain avec !» Chez nous aussi, hein. Voilà. Vous savez pourquoi on ne payait pas? Oui. Non, mais manger sans pain, c'était être un guide. Hérétique, oui. Ah oui. Pourquoi il y a des usages millénaires Je mange pas des frites, moi. Qui franchissent la Méditerranée, les siècles de la Méditerranée. Alors, le fromage, La génération d'après, voilà. il fallait même manger du pain avec la purée. Oui. Ah oui. Ça n'a rien à voir. Comme ils avaient le Coluche, je suis au régime, je ne mange plus de pain avec les pâtes. Bien. De même, alors là surtout, chez les Grecs, ce qui est barbare, c'est la consommation du vin pur. On a donc institué pour les banquets le rite du cratère. Le cratère est un vase énorme où l'on verse le vin, ce qu'on appelle l'énokoé en fait en grec. Quand je dis un vase énorme, vous avez essayé d'imaginer le vase de Vix en Côte d'Or. Hein. C'est plus près de cette taille-là que d'une petite amphore. Et on en débat entre les convives et on charge un esclave de faire le mélange, de rajouter de l'eau. Alors en dose suivant la forme de chacun. Aujourd'hui, on va faire du 20%, du 30%. On décide
de la force alcoolique du mélange, en fait. Et on n'ignore pas non plus la diététique, on est très, puisque Hippocrate a fait un traité complet sur le sujet, dans son traité de médecine, et qu'il y a des modes alimentaires. Alors, sans être vegan, il y a déjà un végétarisme exclusif qui a été décrit par des auteurs, Pausanias entre autres, à la basse époque. Pythagore était végétarien. Comment? Pythagore était végétarien. Pythagore était végétarien. Toute la secte des pythagoriciens était des végétariens. Oui. Et à l'inverse, il y a une diète conçue pour les athlètes, pour les Jeux d'Olympie ou les Jeux de Corinthe, surprotéinée, là. Viande, fromage, viande, fromage, viande, fromage. Les Romains sont en partie des héritiers des Grecs là-dessus. La triade méditerranéenne, blé, vin, huile d'olive, et les protéines quotidiennes, plutôt des œufs et du fromage frais. Les céréales consommées en bouillie ou seules. Les légumes secs, quand on n'a pas autre chose, oui, mais ça fait figure de viande du bourreau. Ils ont compris que les pois chiches, les lupins, les lentilles. Pourquoi il n'y a pas d'haricots? Ouais, parce que Ça vient des Amériques. Les haricots, conquête des Américains. Ce qui a fait dire une fois un auteur interrogeant un cuisinier d'une émission gastronomique qui était voué consacré au cassoulet, il dit mais comment ils faisaient les Toulousains avant? On faisait du cassoulet avec lupin, lentilles, pois chiches, voilà. 3 repas quotidiens à Rome. Le matin, le petit-déj, le gentaculum. À midi, le prandium, il pranzo, dottore. Mais le seul dernier repas, vraiment vrai repas, c'est la scène, le soir. Alors on dit qu'il faut manger légèrement le soir, moi j'ai constaté que dans les pays méditerranéens, la majorité des gens préservent la soirée à un repas au propre le plus copieux. Sans excès, mais un bon repas. Alors au début de Rome, la ville avait ce qu'on appelle sa ceinture maraîchère, comme toutes les villes, en l'absence de froid, de conservation. Toute ville en Europe et hors d'Europe avait sa ceinture maraîchère, c'est-à-dire la pousse des légumes et des fruits autour pour les faire venir le plus possible. Rome avait aussi des viviers de poissons, d'eau douce, du Tibre, et des viviers de poissons de mer en Ostie. Et puis, Rome va s'emparer tout le bassin méditerranéen, comme vous savez, et les conquêtes vont être synonymes de nouveaux apports. Le rayon fruits et légumes, entre autres, va être de plus en plus divers. Lucullus est un général qui a été connu surtout pour être un gourmet. C'est lui qui a acclimaté les Sries. Pline apporte le melon de Grèce. Et alors, les Romains, comme viande, préfèrent le porc, ce sont de gros mangeurs de porc. Alors, devinez ce qui fait un tabac chez les Romains, c'est la charcuterie gauloise. Alors là, formidable. Pour exhausteur de goût, les aromates locaux méditerranéens, alors là, il n'y a rien de particulier, laurier, fenouil, sauge, sarriette, mais les épices sont déjà là, il y a déjà un commerce mondialisé. Le safran, le poivre, déjà très cher, on échange un cheval contre une certaine quantité de poivre. Vous voyez, ça n'a pas attendu le Moyen-Âge, ni Venise, ni les villes italiennes, ni les portugaises. Et le poivre arrive via les caravanes, bien sûr, l'ancêtre de la route de la soie, on ne l'appelle pas comme ça, mais elle existe déjà, une caravane dont le terminus est sur la côte phénicienne, palestinienne. Et les comptoirs romains de la mer Rouge. Rome, sans en avoir fait des territoires conquis, a des comptoirs commerciaux tout le long de la mer Rouge et jusqu'au Yémen. C'est là que leurs bateaux prennent le relais des bateaux venus de l'Asie du Sud-Est. Mais l'épice, l'assaisonnement vedette à Rome, c'est le garum. Le garum, c'est une espèce de sauce à base de poisson fermenté, qui font venir d'Espagne ou d'Armorique. C'est produit dans des espèces de fosses. Si vous voulez voir une usine, une installation de garum, allez à Douarnenez. Il y en a une qui est pratiquement intacte sur un carré de 200 mètres de côté. Des fosses de plus de 5 mètres. Hein. Alors, on entasse des débris de poisson là-dedans, on presse. Si vous voulez avoir un aperçu de la saveur, quoique ça doit être beaucoup plus édulcoré, je pense, vous allez au rayon produits exotiques d'Auchan et
chercher le Ngoc Mam vietnamien. Le voilà, le Garonne. Alors les pauvres mangent leur bouillie de céréales, qu'on appelle le poul mentoul, ils le mangent avec le Garonne. Mais le produit phare du commerce romain, ce n'est pas les épices, c'est le vin. Le commerce du vin italien, dont le premier marché est la Gaule. Et alors, même si vous ne vous intéressez pas à l'archéologie, vous savez que les amphores, il n'y a rien de plus banal que de trouver des amphores dans la Méditerranée ou dans les fleuves d'Europe. On en a retrouvé des quantités fabuleuses de différents modèles. Pour les archéologues qui les ont répertoriés et on en fait la nomenclature, il y a environ une dizaine ou une douzaine de modèles d'amphores adaptés au transport par bateau, soit verticalement dans du sable, quand elles sont en pont, soit à tête beige. C'est très très bien étudié pour les différents transports. Ce qui n'empêchera pas les Romains, surtout en Gaule et en Germanie, ensuite d'adopter le tonneau, beaucoup moins fragile. Alors, sous l'Empire, le marché des produits alimentaires devient très diversifié. Le blé, l'Égypte, Rome peut s'en passer. Rome va atteindre 1 million d'habitants. S'il n'y a pas le blé d'Égypte, s'il n'y avait pas le blé d'Égypte, ça serait la crise alimentaire souvent. Ils n'ont plus assez de vin italien, ils l'importent d'Espagne aussi. L'huile, même chose, Tunisie pour l'huile, le port de Gaulle, le miel de Grèce, le sucre, un tout petit peu de sucre déjà pour les plus riches qui vient de l'Inde. La canne à sucre est connue, on l'appelle le roseau à miel, mais il est 10 fois plus cher que le miel qui n'est déjà pas donné. Le miel n'est pas, contrairement à la Grèce, la demande est telle que ça ne peut pas suivre. Et on pense que la conquête de la Gaule par César doit beaucoup au lobbying des marchands de vin italiens. Alors César avait le choix, avant de s'élancer sur les Gaulois, César avait besoin d'une victoire militaire pour fortifier sa position par rapport au Sénat. Il était assez contesté. Alors il avait le choix entre pacifier définitivement l'Espagne et le nord du Portugal, c'est pas très glorieux comme campagne, un royaume à base grecque hellénistique en Asie, et puis la Gaule. Et c'est les marchands de vin italiens qui des fois avaient des restrictions en Gaule, principalement au nord, parce que les Gaulois de la Gaule-Belgique avaient vite deviné que ça pouvait être dangereux, on pouvait s'amollir en se peintant au vin italien trop souvent et en buvant pur. Donc ils restreignaient déjà, ils refusaient, commençaient à réagir contre l'accoutumance au vin italien. Et ce sont les marchands de vin italiens qui auraient poussé César à intervenir en Gaule. Ce qui se vérifie dans le développement du marché après. Tout ce qu'on a trouvé comme témoignage et comme amphore. Alors sous la République, par contre, l'heure n'était pas à la beuverie. Il y avait des lois somptuaires, c'est-à-dire qu'on cherchait à réglementer le luxe, la richesse des banquets, et qu'on prêchait la frugalité. Il y avait parmi les magistrats à Rome qui composaient le cursus honorum, c'est-à-dire la carrière des honneurs. Il y avait le prêteur, le tribun, et il y avait tout au sommet le censeur, qui était un espèce de pisse froid qui pouvait vous blâmer si votre maison était trop luxueuse. Il y a des colonnes en marbre, non, ça va pas, tu démolis. Ça, c'était sous la vieille République. Il blâmait l'excès dans les banquets. Et puis, ça a craqué, évidemment, parce que les conquêtes ont stimulé l'appétit pour les bonnes choses qui venaient d'un peu partout, et l'élite a profité complètement de l'abondance, tandis que le peuple pouvait souffrir de malnutrition qualitative, de carence. On a bien sûr prouvé les carences par l'examen des mâchoires, à travers deux catégories spécialement mal nourries, les soldats qui se plaignent tout le temps, souvent, et les esclaves. Surtout quand on a trouvé des corps pratiquement entiers, ou par exemple à Pompéi. Je ne dis pas qu'on les a pris le casse-croûte à la main, mais on a des corps conservés dans un tel état à Pompéi qu'on a pu vraiment vérifier certaines hypothèses qui n'étaient que parcellaires. Quand le Romain sort de chez lui, il peut se nourrir à l'extérieur quand même. S'il voyage, il a des auberges tout le long des fameuses routes romaines. Ça s'appelle des mansiones. Mansion, c'est un terme qui existe toujours en anglais. Et
nous avons l'ancêtre des relais de chevaux, on doit changer des chevaux, les mutationes. Relisez le Tour de Gaulle d'Astérix. Et à Rome, il y a sans doute des auberges de bonne renommée, mais il y a surtout la Popina, qui est une sorte de taverne, un petit boui-boui, qui est souvent jumelée avec un lupanar, d'ailleurs. Alors, c'est pour les classes inférieures, mais les classes supérieures ne doivent pas dédaigner de s'y encanailler. On a retrouvé sur une tablette de cire une addition d'une Popina. Voilà ce que ça donne. 1 sesterce pour le pain, 2 sesterces pour le vin, 8 sesterces pour la fille. Quelle époque! Alors, Tu es au courant du cours, quoi. c'est un jour, quoi. C'est pas un jour. Il n'est pas passé à l'euro, lui. Bon. Alors, je voudrais détruire aussi les banquets, évidemment, à Rome. Sacrifice aux dieux, funérailles, ensuite banquets impériaux dans les cités. Alors, dans toutes les cités, on pratique le culte impérial. Une fois ou deux par an, il faut célébrer le culte de l'empereur. C'est ce qui atteste de la fidélité à Rome. Si les chrétiens ont été persécutés, c'est parce qu'ils refusaient le culte impérial, à l'origine, à la base. C'est pas parce qu'ils avaient un dieu bizarroïde qui serait réincarné en pain et en vin. Alors, il y a une catégorie de mécènes qu'on appelle les évergètes, qui font périodiquement des dons à la population, de base, disons. Quand le peuple reçoit des distributions de nourriture, ils organisent pour eux-mêmes et leurs collègues un banquet. Il y a des banquets, comme je vous l'ai dit, dans les cités en Gaule, par exemple. Le culte de l'empereur se célèbre à Lyon, capitale des Gaules, capitale de 3 Gaules, la Belgique, l'Aquitaine et la Celtique. Et à la différence de la Grèce, dans les banquets romains, les femmes sont admises. Attention, on les légitime, la matrone romaine parfaitement respectable. C'est l'influence des Étrusques peut-être, parce qu'il y a des auteurs romains qui sont également un peu grincheux, qui disent que c'est pas bien, que ça vient de la licence qui vient des Étrusques. Les Étrusques ont influencé quand même la civilisation romaine, c'est plutôt eux la base. Mais pour les auteurs grecs et romains, c'est quelque chose dont on pourrait se passer, c'est pas très bien. Ça vient des Étrusques. Je ne sais pas si la licence vient des Étrusques, mais il y a un merveilleux témoignage archéologique, c'est le sarcophage des époux sur une tombe étrusque à Veillez. Je ne sais pas si vous l'avez vu déjà reproduit. Un homme et une femme parfaitement souriants, je ne dis pas en extase, mais presque, couchés l'un derrière l'autre, là, c'est sur une tombe, qui se prépare à gagner l'au-delà. Justement, quand on dit coucher, voilà un cliché, la position couchée. Les Romains mangeaient couché? Non. Pour les banquets, alors là on dressait une table avec les tricliniums, c'est-à-dire les 3 fondements de maçonnerie tout autour, avec des places d'honneur, des places bien codifiées. Mais au quotidien, dans la famille romaine moyenne, on mangeait sur un tabouret. Évidemment, cet environnement avec tout un tas de bons produits venus de... Vous avez sur les photocopies les circuits d'approvisionnement de Rome. C'est la dernière image. Approvisionnement de la Rome sous l'Empire. Alors vous voyez que le porc vient de Gaule, d'Espagne, les poissons viennent du sud de l'Espagne, ben oui, le thon d'Andalousie déjà. Le miel vient de Grèce, le poivre d'Asie. Alors quand on dit que le poivre et les épices viennent d'Alexandrie, d'Iasa et d'Antioche, c'est qu'ils viennent par caravane ou par bateau. Il n'y a pas d'épices cultivées là. Miel de la mer Noire aussi, sud de l'Ukraine actuelle. Le vin de Gaule, ils ont replanté, et le blé, la Tunisie et l'Égypte. L'Égypte est un grenier à blé, mais le deuxième, c'est la région de Carthage et jusqu'à la Constantine actuelle. L'Afrique du Nord a été un grenier à blé jusqu'à l'invasion des tribus arabes ilaliennes du Xe siècle, qui l'ont transformé en terre à chèvre. Donc, il n'est pas étonnant qu'une culture culinaire se soit transmise dans les classes aisées.
Déjà sous la République, le métier de cuisinier était très apprécié. Un esclave cuisinier se vendait plus cher qu'un autre. Et sous l'Empire, alors là, la cuisine devient un art. Les Grecs y mettent leurs pâtes, disons, on prend ce qu'ils ont de meilleur. Et on a retrouvé par exemple un livre de cuisine du plus célèbre gourmet sous Tibère, qui est Apicius. Apicius, il y a des grands chefs français qui ont essayé de reproduire ces légendes, je ne sais pas ce que ça a donné, mais... Je connaissais il y a un restaurateur qui a fait ça à Nice, et qui a essayé, il a pris son petit Apicius, il offrait de temps en temps des repas romains typiques. Oui. Alors ça dure très très longtemps. Oui. Parce que c'était un repas de riche en fait. Et on mangeait énormément de miel. Oui. Le canard Apicius d'ailleurs était sucré-salé. Oui, et le vin, parce que le vin, ils n'étaient pas très bons en vinification par les Romains. Donc le vin, il le faisait devenir avec miel, épices, et donc ça faisait... Pour que ça soit buvable. Mais pour que ça soit buvable, parce que c'était du vinaigre. Non, mais on a aromatisé le vin dans toute l'Antiquité, mais même les Égyptiens ont commencé. Ils avaient des crus, mais ils avaient identifié. Le vinaigre, c'est l'évolution naturelle du vin. Oui, mais alors, ce qu'il y a aussi, comme on ne souffrait pas pour éviter que ça tourne à l'acide acétique, à la levure, ils mettaient une quantité très faible d'eau de mer. Le tout était dans la quantité, mais quand on lit que les Romains mettaient de l'eau de mer dans leur amphore de vin, on se dit, mais quelle horreur! Il y avait juste ce qu'il faut pour tuer les levures. Une fois que la levure s'était transformée en... avait transformé avait transformé le sucre en vin pour pas que ça vire, le processus se poursuive en transformation en acide acétique, et bien on arrêtait la fermentation avec ça. Et puis alors le reste c'est pour consumer, c'était pour cacher l'eau de mer. Pour nous, une anecdote de ce restaurateur qui s'inspirait d'Apicius, à la fin du repas, tu avais mangé pendant 3-4 heures, tu n'en pouvais plus. Tu avais une pomme et un œuf dur. Les Romains te mettaient et tu mangeais. C'était pour rappeler leur ancienne frugalité. Oui. Le restaurateur dit si vous voulez manger, je vais vous faire la même chose. Personne n'a visé à manger la pomme et l'œuf dur. Enfin, je pense que Apicius devait être un peu plus raffiné que Cicéron, parce qu'on a retrouvé. Cicéron parle de ses plats préférés. Alors ça, j'ai vu ça, c'était du latin. Le ragoût de fromage au vinaigre, et le bouquet, ça devait être le ragoût de vulve de truie, qui est ibérique. Bon, alors après ce pèlerinage à la civilisation orientale gréco-romaine, voyons un peu plus loin, dans l'immense Chine, laquelle on voit beaucoup aussi. Alors, en matière d'alimentation et de gastronomie ensuite, comme on disait avec Philippe tout à l'heure, la chance de la Chine, c'est que la civilisation s'est connu son expansion dans une zone géographique qui comprend plusieurs climats. Ça va du subtropical au sud, à la frontière birmane ou vietnamienne, au climat aride à l'ouest, les déserts, continental froid à la limite sibérienne. Ça favorise donc la variété alimentaire et les cultures différentes, les variantes de préparation. De plus, il y a des contacts d'un côté avec les nomades, de l'autre avec les peuples maritimes du sud, on touche à l'Asie du Sud-Est. Tout ça favorise une certaine variété et richesse. Et en plus, la culture chinoise est particulièrement préoccupée par les nourritures, qui accompagnent toutes les interactions sociales comme chez nous, mais en plus, dont la médecine traditionnelle considère l'aliment comme la clé d'une bonne santé. Il n'y a pas une civilisation où l'aliment est autant lié aux médicaments et gouverné par autant de rites. Dans ce qui a été la base de la formation des fonctionnaires et des élites chinoises jusqu'à la Révolution de 1911, c'est-à-dire les annales et les classiques de Confucius. Il y a, à côté des rites, de la calligraphie et de l'art de gouverner les peuples, ce qu'on appelle le Tao de l'alimentation. C'est un livre qui a été reproduit jusqu'à nos jours. Vous pouvez le trouver en livre de poche. Ça doit être la vogue de la médecine chinoise, je pense, mais il a été réédité
Tao de l'alimentation, Confucius. Et il y a un philosophe du XXe siècle qui a écrit là-dessus, je cite, un certain Liu Tang, qui dit que d'un estomac bien rempli se répand et irradie un bonheur spirituel. Donc, hein, on n'est pas dans le matérialisme vulgaire. Voilà. En tout cas, du point de vue de l'agriculture, il y a une distinction de base à faire en Chine entre la plaine du Nord, plutôt aride, dont la céréale dominante est le millet ou le blé, donc on consommera sous forme de nouilles, et la Chine pluvieuse du sud, au sud du fleuve Yangtze, dont la céréale dominante est le riz. Mais le sud n'est pas venu tout de suite dans l'orbite chinoise. Il a été absorbé que vers le 6e siècle de notre ère. 589, c'est l'union des deux Chines. Alors je dis les nouilles, mais en octobre 2005, les archéologues chinois ont trouvé les nouilles les plus anciennes du monde vers le cours supérieur du fleuve Jaune, c'est-à-dire dans la Chine du Nord, un peu au sud de Pékin. Elles avaient 4000 ans. Donc si vous avez stocké au moment du Covid, n'hésitez pas, vous pouvez les ouvrir, les paquets de nouilles. C'est toujours consommable. Elles étaient fabriquées non pas à partir de blé, mais d'une variété de sorgho qu'on appelle le mil à balai. Le mil, donc, qui est plus connu pour sa propension à faire de la paille, des balais avec sa paille, que c'est un sorgho particulièrement rugueux. Le pain n'est pas ignoré. Les Chinois connaissent le pain cuit au four, mais ils disent que ça a été rapporté d'Asie centrale par un général de la dynastie Han, qui est la première dynastie purement chinoise, ethniquement, vers moins 200, plus 200, vous voyez, ça couvre ce franchissement de millénaire, et qu'il appelle la pâtisserie barbare. Celui-là a été cuit au four, mais les petits pains cuits à la vapeur, ça fait partie aussi de la cuisine chinoise. Le contact avec les Turco-Mongols, dont je vous ai parlé à l'ouest, a amené la viande de mouton, les produits laitiers évidemment, comme le lait de chèvre, les yaourts, et c'est pendant la dynastie Song, vers l'an 1000 théoriquement, qu'ils ont développé cette intolérance aux produits laitiers et qu'ils les ont abandonnés temporairement. Alors sous la dynastie les Tang c'est qu'on appelle, de 618 à 907, vous avez deux facteurs qui favorisent le raffinement alimentaire. C'est que la médecine, c'est l'apogée du développement de la médecine chinoise et l'attrait pour l'exotisme. Les Chinois ont aussi une aptitude à adopter ce qui vient d'ailleurs et ils vont adopter ce qui vient de l'Ouest, c'est-à-dire de notre fond à nous, croissant fertile, nos légumes à nous, certaines préparations, certains végétaux importés du croissant fertile, en plus des végétaux qu'ils ont eux-mêmes mis en culture dès le néolithique et que vous avez sur la photocopie. Les viandes comprennent le porc, évidemment. La Chine est le premier marché mondial de porc, premier consommateur. Alors là, c'est en étage, c'est comme les vaches. C'est les porcheries en étage. Et il paraît qu'on n'a pas tout vu dans ce domaine encore. Oh là, je peux aller plus loin. Le poulet, l'agneau. Alors il y a des viandes de chasse aussi. Les Chinois connaissent aussi des viandes de chasse encore. La loutre de mer, ça sera un gibier qui va aussi être très poursuivi en Amérique du Nord, quand les Européens y débarqueront. L'ours, on a retrouvé, il y a des recettes d'ours cuits à la vapeur, bouillis, marinés. Eh oui. L'ours, il paraît que c'est un beau. Dans les Pyrénées, au Moyen-Âge, on a les banquets du comte de Foix, il y avait aussi de la viande d'ours qui était servie. Oui, c'était pas que la peau de l'ours alors. Non, la pâte d'ours. La pâte d'ours. Il y avait un sur le Mais pas avant de l'avoir tué. Et les Chinois mangent du chameau, évidemment. Le chameau à deux bosses. J'ai jamais goûté de chameau à deux bosses, mais je peux vous dire que le chameau à une bosse, c'est bon. Dans le désert, les forêts. Il n'y a pas de raison. Nous avons fait des chameaux aux petits légumes. C'était un raffinement à la cocotte. Là. Puis alors, bien sûr, dans le sud, le long de la côte, poissons, fruits de mer, il y a des variétés de cuisine chinoise. Il y a 4 écoles de cuisine qui ensuite se sont dédoublées pour en faire 8. Une école spécialisée dans la mer, une
une autre dans l'amertume, une autre dans le sucré, une autre dans le piquant. Par exemple, la cuisine du Sichuan est connue pour son piment. Et il y a des cuisines spécialisées dans les fruits de mer. Alors, le dernier point que je traiterai, là j'ai un petit peu traîné, mais enfin, je ne regrette pas, c'est que, comme le néolithique, ce sont les premiers états, que l'alimentation est un enjeu politique, il y a des politiques alimentaires dès le départ. Elles sont présentes dès le néolithique, ne serait-ce que sous forme de guerre et de prédation. On peut s'emparer des ressources agricoles d'une civilisation par la guerre, pour sa propre subsistance. On peut dominer par la nourriture, en étant fournisseur et en ayant un monopole de fourniture. Et donc, avec l'agriculture, on a la spéculation aussi sur les biens, sur les aliments. Alors, à Rome déjà, en Grèce, quand il y avait un problème non pas de disette, mais des crises d'approvisionnement, la bienfaisance publique, l'initiative privée pouvait encore y pallier. Mais à Rome, c'est plus possible. La taille des villes est trop importante, et surtout Rome qui va atteindre, sous Auguste, son million d'habitants, il faut une régulation publique. Encore, ça n'a pas changé. On a un besoin de régulation publique sur les marchés alimentaires. Alors on cherche à éviter les crises frumentaires parce que c'est évident que si le peuple est privé d'objets de luxe par des censeurs, enfin le peuple, la population globale, c'est une chose, mais s'il y a une crise d'alimentation, alors là ça peut être très grave pour n'importe quel type de régime et de gouvernement. Alors, sous la République, on met au point des dons administrés par le Sénat qui s'ajoutent à la bienfaisance privée, ce qu'on appelle les frumentationes, froment, c'est bien. Et on va instituer un fonctionnaire très important pour sécuriser l'approvisionnement, c'est le préfet de l'Annone, A-N-O-N-E. Sous le Haut-Empire, sous Auguste, il va devenir un préfet impérial permanent qui est chargé d'assurer l'approvisionnement de Rome en grains. C'est-à-dire, pour 1 million d'habitants, il faut qu'il aille le chercher assez loin. Donc, il a la main sur une flotte d'approvisionnement des bateaux de 400 tonnes de charge qui font 2 rotations par an avec l'Afrique du Nord ou avec l'Égypte. Sa mission, c'est d'assurer à Rome 1 année de consommation. En Chine, on est encore plus soucieux de l'approvisionnement parce que les climats étant violents, les tremblements de terre, les typhons, les catastrophes climatiques étant plus fréquentes statistiquement en Chine que dans d'autres parties du monde, les crises alimentaires y sont plus fréquentes. Alors, la dynastie Tang, qui est une dynastie venue du Sud, a déjà, je vous en ai parlé l'an dernier, a déjà fait une grande chose qui est de commencer la construction du Grand Canal pour relier les bassins du fleuve bleu et du fleuve jaune et relier même la région de Canton jusqu'à Pékin. Donc, à l'époque, c'était pas. À l'origine, ça avait autant un motif intéressé. Il s'agissait de faire monter le riz pour percevoir l'info à Pékin. Mais ça concourt à éloigner les famines qui sont fréquentes au nord du fleuve bleu. Donc. En plus, on organise des greniers publics à partir du IIe siècle, avant Jésus-Christ, confiés à des fonctionnaires impériaux que le peuple va tout de suite soupçonner d'accaparement, de corruption, c'est sûr que c'est qu'elle existe. Ces fonctionnaires doivent pallier aux famines par l'approvisionnement, mais aussi réguler les prix. Parce que chaque dynastie va modifier le système, parfois c'est complété par des prêts de semences aux paysans ou des prêts en argent aux communautés villageoises. Parce qu'il n'y a pas que la famine. Hein. Si la récolte est trop abondante, c'est le paysan le prix s'effondre et c'est le paysan qui en pâtit. Donc il faut toujours jouer sur le terrain. Il y a eu par exemple vers 73 sous les Han une abondance telle que bien des paysans ont été ruinés. Les Chinois ont des exigences de réserve de provisions supérieures aux Romains. Et je cite encore une fois le livre des rites de Confucius, le Li-Qi. Si dans un État les provisions de réserve ne sont pas équivalentes aux récoltes de 9 années,
on dit qu'il n'y a pas de suffisance. Si elles ne sont pas équivalentes aux récoltes de 6 années, on dit qu'on est dans la gêne. Donc, ce sont les violences climatiques possibles qui sont à la source de ce niveau d'exigence qui n'a rien d'extraordinaire. Et importance politique de la paix sociale, parce que s'il y a une famine en Chine, pour la population, ça signifie, ça c'est une notion très chinoise, que l'empereur a perdu le mandat du ciel. On dit, et il faut le remplacer. Et tous les grands changements de dynastie tiennent leur origine dans des catastrophes comme ça. On dit, l'empereur a perdu le mandat du ciel. Et c'est arrivé, ça a été dit de Mao après le grand bond en avant, hein. Mais il a gardé le mot. Oui. Il a encaissé. Il en a même rajouté. Je conclue. Alors, paradoxalement, en ce qui concerne le devenir biologique, notre alimentation nous a modifiés, mais suivant deux rythmes différents. Soit sur le très long terme, le régime modifie le mangeur sur le très long terme, comme toute évolution biologique, ça se fait sur des siècles ou des millénaires, mais qui sont traversés de mutations brutales parfois. Il peut y avoir des mutations subies. L'histoire de l'accoutumance au lait chez nous, qui met 4000 ans entre l'apparition des vaches et l'âge du bronze pour être adopté, c'est une chose, mais la valsésitation des Chinois, c'en est une autre. En tout cas, notre espèce, en moyenne, l'espèce humaine est celle dont le régime alimentaire a le plus évolué dans le laps de temps le plus court. 10 000 ans, c'est pas grand-chose. De chasseurs-cueilleurs nomades en 10 000 ans, on est passé au stade de cueilleurs, de cultivateurs-éleveurs, et maintenant d'industriels. C'est quand même 10 000 ans pour ça, c'est pas, ça paraît énorme, mais c'est par rapport à certaines espèces animales qui sont modifiées sur une plus longue durée, ça n'a rien d'extraordinaire. Le fait d'avoir un temps séparé pour le repas, ça je veux dire une apalissade, il va de soi que c'est la première forme de sociabilité. Hein. Aucune autre activité n'a été autant investie de plus par les rituels religieux, par les processus symboliques que l'acte de manger. Le repas ritualisé, c'est universel, les interdits aussi, et quand on dit, il y a un historien du vin qui dit que boire du vin, c'est absorber du paysage. Donc l'élément culturel est premier dans l'alimentation, toujours. Alors, est-ce que ce temps, on se pose la question actuellement, est-ce que ce temps du repas, à mon avis c'est valable que pour l'Occident, mais est-ce que ce temps du repas sacré, bon, il n'y a pas de temps sacré sans repas sacralisé. Vous voyez la scène christique, chrétienne, qui a donné la messe, et cette scène chrétienne était elle-même la transposition du repas juif de la Pâque, le Seder de Pâques. Quand Jésus célèbre la scène, en fait, c'est un juif qui célèbre son repas de Pâques. Alors oui, il y a eu trois étapes successives. Il n'y a pas de temps sacré sans repas sacralisé, même chez les laïcs. Hein, les apéros, les banquets, les pots de départ en retraite, c'est un temps, une absorption de repas séparé. Alors, est-ce que ce temps du repas séparé est vraiment remis en question au quotidien, comme le disent les sociologues? On mange n'importe quoi, les gosses ouvrent le frigo, ils se servent à n'importe quelle heure de la journée, le fast-food, bon, vous connaissez. Est-ce que c'est une conséquence de l'individualisation, mais est-ce qu'elle est universelle ou limitée aux sociétés occidentales? Le repas résiste assez bien dans d'autres parties du monde. Hein. Et pour finir, on est sur une chose, c'est que l'alimentation dès les origines, c'est un facteur. C'est un facteur d'identité, hein, l'alimentation. Le barbare, c'est celui qui ne parle pas comme moi et qui ne mange pas comme moi. Déjà. Les Germains étaient qualifiés par les Romains de mangeurs de racines, de viande crue attendrie sous la selle. On en a dit autant d'Attila. Et les Anglais nous traitent de mangeurs de grenouilles. Et là, je finis par une dernière lapalissade, je viens de dire, dès la production maîtrisée au néolithique, l'alimentation c'est un enjeu politique. On aura le temps de le développer jusqu'au mois de février. Bon appétit! Merci.